Bienvenue pour cette conférence. Je suis Anne Stambach-Ternoir, députée de la Haute-Garonne et également co-animatrice du livret Conditions animales de notre programme Union populaire. Et je suis ravie donc de vous accueillir pour cette conférence intitulée « Aux origines des pandémies, interroger notre rapport aux animaux ». Nous avons le plaisir de recevoir à ma gauche Monsieur Pierre Gilbert, qui est prospectiviste en risque climatique et membre fondateur de l'Institut Rousseau. Vous savez, c'est un laboratoire d'idées au service de la reconstruction écologique et démocratique. Pierre, tu es l'auteur de 2 livres. Le premier paru en 2020, Géomimétisme, réguler le changement climatique grâce à la nature. Et puis le deuxième, 2021, Les armes de la transition, qui regroupe une série d'entretiens réalisés avec une variété de spécialistes qui proposent chacune des solutions concrètes pour la transition écologique. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et puis à ma droite, nous recevons Brigitte Gauthière, donc fondatrice de L214, donc association dont je crois tout le monde ici connaît le travail précieux de lanceurs d'alerte quant aux conditions de vie qui sont faites aux animaux et notamment aux animaux d'élevage. Et puis aussi le gros travail d'information quant à la végétalisation de l'alimentation que vous faites. Merci beaucoup. C'est toujours un plaisir de te recevoir à nos universités l'été. Oui, on peut les applaudir, tout à fait. Alors, le point de départ de cette conférence, c'est que, souvenez-vous, il y a un peu plus de 2 ans, nous vivions notre premier confinement. Donc, c'était un phénomène mondial, notre toute première pandémie qui nous a tous cloîtrés chez nous, qui a fait des milliers de morts et qui a été quand même un choc, je crois, qui sur le coup nous a poussé quand même à remettre en cause collectivement la façon dont on vivait, la façon dont on organisait nos sociétés. Et je me souviens par exemple d'avoir vu avec un regard un peu émerveillé, vous savez, ces vidéos où on voyait les animaux sauvages qui réinvestissaient nos villes, les rues désertées avec cette impression, ben voilà, on leur laisse de la place, ils reviennent. Enfin, j'ai eu l'impression, et je pense que j'ai pas eu la seule, en tout cas l'espoir, que ça allait nous pousser justement à repenser notre rapport au reste du vivant. Et puis ben voilà, là on est un peu plus de 2 ans plus tard, et je sais pas vous, mais moi je sais pas trop où est passé le monde d'après qu'on se promettait. Et pourtant, nous vivons la 6e extinction des espèces, tout le monde le sait. 1 million d'espèces sont menacées de disparition proche, selon l'IPBES. Vous savez, l'IPBES, c'est ce groupement de scientifiques international qui travaille donc sur la biodiversité. C'est le pendant du GIEC, mais pour la biodiversité. Notre écosystème global est tellement perturbé qu'on se retrouve avec des cétacés qui viennent se coincer dans nos fleuves et y mourir faute de nourriture. Et malgré toutes ces alertes sur la baisse, la crise de la biodiversité, ben finalement, cette crise justement semble peu, ou en tout cas moins, nous préoccuper que les dérèglements liés au changement climatique lui-même. Alors que, pour le coup, le GIEC et l'IPBES, que je mentionnais tout à l'heure, sont d'accord. Ils ont publié un rapport en juin 2021 où ils disent très clairement que ces 2 crises, la biodiversité et le climat, sont inextricablement connectées. Nous savons que ce sont nos modes de vie, bien sûr, que notre système de production, de consommation, d'échange, etc., qui sont à la racine de tous ces dérèglements. Nous sommes entrés dans l'anthropocène, c'est-à-dire l'ère dont l'être humain est le perturbateur principal. Et les scientifiques disent aussi, donc depuis justement la crise du Covid-19, que nous sommes entrés dans l'ère des pandémies. C'était que la première, il y en aura d'autres, et ça va se multiplier. Et face à ce désastre qu'on nous annonce, qu'est-ce qu'on fait ? En l'occurrence, on fait beaucoup de recherches sur des vaccins, des séquençages de virus, etc., parfois avec des investissements financiers énormes. Donc, encore une fois, on est dans la recherche de la technologie, avec l'idée que la technologie va finir par nous sauver, avec une vision très court-termiste. Et finalement, il y a très peu de recherche sur les causes réelles de ces pandémies et plus exactement sur les moyens d'agir sur ces causes, sur ce qui a permis l'émergence et la diffusion massive du virus. Donc le SARS-CoV-2, comme le Nipah, comme le virus du sida ou encore le plus proche de nous, la variole du singe, ce sont des zoonoses. C'est-à-dire, que vous le saviez, ce sont des maladies qui viennent des animaux sauvages, qui passent à un animal domestique et pouf, qui finissent par passer à l'homme. Et pour expliquer l'apparition et la diffusion de ces virus, les scientifiques nous parlent de destruction des habitats d'animaux sauvages, de braconnage et de commerce des animaux sauvages, de l'élevage intensif qui produit
justement parce qu'on surconsomme les produits animaux, le transport des animaux vivants d'un bout à l'autre de la planète, etc. Donc clairement, notre rapport aux animaux est un fil rouge dans cette affaire. Et je cite ici Serge Morand, qui est un chercheur du Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, abrégé en CIRAD, qui nous dit: la solution n'est pas de se préparer au pire d'une prochaine pandémie, mais de l'éviter en s'attaquant aux causes, c'est-à-dire au dysfonctionnement des relations entre les humains et les non-humains, dont les animaux domestiques et la faune sauvage. Et c'est exactement à cela que nous nous proposons de réfléchir ensemble aujourd'hui. Et donc pour commencer, je donne la parole donc à Pierre Gilbert pour qu'il nous parle un peu mieux des liens entre justement la crise de la biodiversité et l'émergence des virus. Bien, merci. J'espère que la digestion n'est pas trop lourde et que vous n'êtes pas trop triste de louper Madame Schiappa. Ici, le sujet qu'on va aborder est légèrement... bon, voilà, hein, pandémie, biodiversité, changement climatique, moi c'est de ça dont je vais vous parler. Peut-être un petit point sémantique avant de commencer. Donc, comme l'a dit Anne, donc une zoonose, c'est quand un pathogène passe d'un animal à l'homme. Si ce pathogène passe ensuite de l'homme à l'homme, on parle d'épidémie. Et on parle de pandémie quand ces épidémies dépassent les frontières des nations. Pour les spécialistes, depuis 50 ans, on est rentré dans une ère d'épidémie de pandémie, puisque le nombre de pandémies a été multiplié par, alors ça dépend des sources, mais entre 15 et 75. C'est énorme. Et la question, c'est pourquoi ? Bon, spoil, c'est la perte de biodiversité qui est à la source de ce problème, et c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Pour que vous ayez une zoonose qui se transforme en pandémie, il faut grosso modo 3 éléments. Le premier élément, c'est qu'il vous faut des virus dangereux, des bactéries dangereuses. En vous, vous avez 30 000 milliards de cellules, vous avez autant de bactéries et autant de virus. Sans eux, vous ne pouvez pas vivre, vous ne pouvez pas digérer, votre peau ne peut pas se réguler. Et donc, votre ADN, vos cellules qui ont toutes le même du coup, patrimoine génétique, et ces micro-organismes, tout ça, on appelle ça un holobionte. Vous êtes des holobiontes et voilà, vous êtes des communautés vivantes. Heureusement, dans tous ces virus et bactéries que vous avez en vous, tous ne sont pas pathogènes. C'est la même chose pour les animaux, loin de là. Si vous prenez tous les virus de la planète, vous les mettez ensemble, ça pèse autant que l'humanité. C'est toute petite chose. Bon, pourtant, voilà. Donc, il vous faut des virus dangereux pour l'homme de base. Et dans les animaux, on en retrouve un certain nombre qui vont donner donc les zoonoses. Par exemple, la grippe, ça vient du cochon et des oiseaux. La peste noire, ça vient du rat et de certains rongeurs d'Asie centrale. Le MERS, du dromadaire. Le Zika, chikungunya, la dengue, la fièvre jaune, tout ça, c'est les singes par l'intermédiaire du moustique. Le sida aussi, les grands singes. Et Ebola aussi. Le singe est un intermédiaire de la chauve-souris. On parle beaucoup des chauves-souris, peut-être en épidémiologie. Pourquoi ? Parce que en fait, la chauve-souris est le seul mammifère volant. Et donc, puisqu'il vole, son organisme chauffe beaucoup plus que les autres mammifères. Et donc, cette augmentation de la température va créer des conditions beaucoup plus propices aux pathogènes. Et donc, son système immunitaire va répondre d'une manière plus forte aussi. Et donc, on a des chauves-souris qui peuvent cohabiter avec des pathogènes qui sont dangereux pour les autres espèces, mais qui ne sont pas dangereux pour elles, puisque leur système immunitaire est incroyablement fort. Donc, ce sont des porteurs sains. Et en fait, le problème, c'est que quand ces chauves-souris sont stressées, typiquement parce qu'on détruit leurs habitats, eh bien, elles vont excréter beaucoup plus de virus que la normale. Donc voilà, ça c'est donc le premier élément, il vous faut des virus dangereux. Le deuxième élément, il faut que ces virus-là soient transmissibles à l'homme. Donc là encore, on a souvent dans les zoonoses des animaux qui sont des animaux porteurs, des intermédiaires entre un premier animal qui héberge le pathogène et vous. Ça peut être la puce pour la peste, par exemple, la puce qui fait le lien entre le rat et l'homme. Ça peut être le moustique dans beaucoup de cas. Bon, en règle générale, plus l'animal de base qui héberge le pathogène est proche de nous, plus on a de chances de contracter ce virus. En gros, vous avez plus de chances de contracter un virus qui vient d'un singe, d'un cochon ou d'une chauve-souris, qui partagent un patrimoine génétique très similaire au nôtre, que d'une limace. Une fois que vous avez du coup un virus qui est transmissible, le troisième et dernier élément, c'est le contact. Il faut évidemment qu'il y ait contact entre les hommes et ces animaux porteurs. Et c'est là où on a un souci en matière de biodiversité.
puisqu'on a, et je vais vous l'expliquer, mais bon, détruit des habitats qui font que ces contacts se multiplient. Si on prend le cas d'Ebola, par exemple, l'Ebola, c'est 11 000 morts quand même. Et ce qu'on oublie aussi de dire, c'est que c'est un tiers des gorilles et des chimpanzés, parce qu'on a toujours une vision assez anthropocentrée de l'impact des pandémies, mais on a aussi cette réalité-là. Ebola, c'est un virus qui nous vient de chauves-souris à la base, des chauves-souris qui sont stressées à cause de la déforestation, donc qui partent, qui se rapprochent de l'homme, et notamment d'arbres fruitiers, qui vont manger des fruits à moitié, parce que stressés, voilà, et ces fruits à moitié mangés vont être mangés par des singes, des chimpanzés. Ces chimpanzés-là vont être chassés pour leur viande de brousse, et c'est comme ça que le pathogène va se retrouver chez l'homme. Fait intéressant, l'OMS nous explique que quand vous avez une zone, donc là on parle de l'Afrique équatoriale, quand vous avez une zone du bassin de Guinée qui est déforestée, 2 ans après, vous avez systématiquement, une multiplication par 2 de chances d'avoir un foyer de départ d'Ebola. Donc là, on voit un lien très direct entre déforestation et essor des pandémies. On a parlé du coup de la chauve-souris. Bon, autre maladie qui défraye un peu la chronique en ce moment, la maladie de Lyme, donc portée par les tiques. Sauf que, en fait, la tique n'est pas le problème dans cette histoire. Le problème, c'est la souris, donc la souris à pattes blanches aux États-Unis et les mulots ici. Ce sont ces rongeurs qui portent le pathogène. La tique va être l'intermédiaire. Mais la tique, si vous voulez, elle a une espérance de vie de 2 ans. Donc, de 2 ans normalement, mais une tique, normalement, elle ne passe pas l'hiver, hein, elle ne supporte pas le gel. Le problème, c'est qu'avec le changement climatique, avec des hivers plus doux, son aire de répartition va drastiquement augmenter parce qu'elle va pouvoir survivre aux hivers. Et surtout, la tique va pouvoir se propager et contracter la bactérie de Lyme parce qu'elle n'est plus chassée, parce que les rongeurs ne sont plus chassés. Donc ça, c'est le grand problème qu'on observe tant en Amérique du Nord qu'ici, c'est en fait la disparition des prédateurs naturels de ces rongeurs, et notamment du renard chez nous et de l'opossum en Amérique. Donc ce qui amène à une réflexion sur la chasse, puisque la principale, il y a 2 causes principales au déclin du renard, la chasse à courre notamment, particulièrement barbare par ailleurs, et puis le morcellement de son territoire, puisque l'étalement urbain, ce qu'on appelle la lèpre pavillonnaire, vont parcelliser des territoires qui ne suffisent plus aux grands prédateurs que sont les renards, les opossums ou d'autres grands prédateurs. Donc on observe un départ de ces prédateurs-là, on n'a plus de rapaces non plus qui chassent ces rongeurs. Et donc comme ça, vous avez les ingrédients parfaits pour un essor assez foudroyant de la maladie de Lyme chez nous. Donc là encore, vous voyez le lien avec la biodiversité. Donc évidemment, les mesures, c'est peut-être interdiction systématique de la chasse au renard. Ça serait un bon départ. On parle aussi souvent du moustique. Alors, le moustique, selon l'OMS, l'aire de répartition du moustique tigre va atteindre 2,3 milliards de personnes d'ici 30 ans, en 2050, et notamment nos contrées à nous. Le moustique tigre, c'est le moustique qui porte plusieurs maladies, une vingtaine de virus potentiellement dangereux, comme Zika, le chikungunya, la fièvre jaune ou même le paludisme. Et ce moustique-là, donc, encore une fois, le changement climatique favorise son essor, mais en règle générale, disons que le changement climatique a aussi un impact sur le cycle de l'eau qui va favoriser la prolifération des moustiques. Et quand vous avez par exemple des ouragans, vous avez souvent la création, ou des pluies qui sont beaucoup plus brutales, puisque vous savez que le changement climatique, c'est une évaporation des océans qui est plus rapide, donc plus d'eau dans l'atmosphère qui doit condenser de manière plus forte. Donc ça vous fait des pluies, des orages plus forts, des ouragans aussi. Et donc quand vous avez ça sur un sol qui est séché, typiquement après une sécheresse comme cet été, vous avez des eaux qui stagnent plus facilement, qui forment des mares. Moi, pour le ministère des Armées, j'avais pas mal étudié donc la zone sahélienne, donc ça nous éloigne un peu d'ici, mais on observait ça assez souvent après des pluies torrentielles, des mares dans lesquelles grouillaient ces moustiques, et alors que normalement ces eaux-là sont bues assez facilement par les sols. Ce qui amène d'ailleurs une autre réflexion sur le tassement des sols dans l'agriculture, par l'élevage intensif, par la mécanisation de l'agriculture. Et tout ça, encore une fois, c'est propice à la création de petites zones de rétention d'eau très propices aux moustiques. Vous avez aussi d'autres facteurs de répartition du moustique. Au Brésil, par exemple, c'est surtout dans les mares formées par les fuites dans les canalisations d'eau
que le moustique Aedes, une autre espèce de moustique porteuse d'autres maladies, mais se propage. Et donc là encore, ça pose une réflexion sur en fait l'entretien de notre système d'adduction. Et vous voyez que dans toutes ces entre guillemets solutions, mais sur lesquelles Anne reviendra, mais on a toujours des co-bénéfices. Hein. Tant et si bien que l'IPBES nous dit que la prévention des épidémies, enfin, des zoonoses, nous coûte 100 fois moins que les épidémies de zoonoses. Donc, voilà un peu pour les liens entre biodiversité, changement climatique, maladie. Je ne peux pas être exhaustif, évidemment, sur tous les pathogènes, mais voilà, retenez l'idée que maintenant, on a des études formelles qui montrent qu'on a un essor des pathologies là où vous avez un recul de la biodiversité. C'est assez systématique et du coup, la ligne est assez claire. Rajoutez à ça qu'on s'échange 1,5 milliard d'animaux sauvages par an. Hein, c'est le 4e trafic après la drogue, les êtres humains, les armes. Eh bien, vous avez les conditions parfaites pour une explosion des pandémies. Et ça rejoint le chiffre que je vous ai donné tout à l'heure, c'est que depuis 50 ans, on a entre 15 et 75 fois plus d'épidémies qu'avant. Le changement climatique aussi ouvre d'autres problématiques. Hein. Peut-être que vous connaissez les problématiques liées à la fonte du permafrost, hein, ces terres gelées dans l'Arctique qui contiennent des virus très anciens. Un virus, ça peut survivre dans sa forme presque opérationnelle, disons, pendant peut-être 30 000 ans. Et donc, avec cette fonte du permafrost, vous avez des animaux qui ressortent, des cadavres. En 2016, vous avez eu un cas d'anthrax. Un enfant est mort de l'anthrax en Sibérie et un troupeau de 200 rennes aussi, parce que le permafrost ayant gelé, un cadavre de renne de 800 ans avait ressurgi. Et ça, c'est une vraie terreur pour l'OMS, pour les scientifiques qui travaillent dessus, puisque dans ces 30 000 ans de potentiel pathogène qu'on a oublié, que nos systèmes immunitaires ont oublié, on a beaucoup de virus potentiels. Voilà, tant et si bien qu'on entre dans une ère de la pandémie en 3 dimensions, quelque part. En 2 dimensions, c'est géographique. Avec la mondialisation, on accroît les risques. Et puis, on rajoute une dimension avec le temps, puisque maintenant, on s'expose sur 30 000 ans de virus cumulés potentiellement. Donc, voilà un peu pour comment le changement climatique accroît certains risques. Et moi, j'aimerais quand même finir sur le côté un peu prévention, parce que c'est lié à la biodiversité. Je vous ai parlé du fait que nous sommes des zoolobiontes, nous hébergeons une biodiversité interne, et c'est cette biodiversité interne qui permet de prévenir la plupart des pandémies. L'historien américain Alfred Crosby, c'est le premier qui, dans les études globales d'histoire, va intégrer la notion de microbiologie. C'est lui qui est à l'initiative du terme d'échange colombien. C'est lui qui va expliquer que quand les Européens sont arrivés, en fait, ils se posaient une question, comment ça se fait qu'en un siècle, au XVIe siècle, on a peut-être 55 millions de morts dans les 2 Amériques, à la suite des invasions, la découverte de ce continent-là par les Européens. Et lui, il arrive à la conclusion suivante, qui est que, en fait, le système immunitaire des Européens était beaucoup plus résistant que celui des Américains de l'époque, parce que la zone eurasiatique et africaine était un commerce, une route de croisement de commerce depuis des milliers d'années, et que ce brassage-là entre des animaux d'élevage, des animaux sauvages, du commerce et des populations humaines a créé un patrimoine immunitaire supérieur à celui des Indiens d'Amérique de l'époque. Et donc c'est comme ça qu'il explique cette disparition. Et plus près de nous, avec le Covid, on s'est aussi rendu compte que les populations africaines ont eu moins de décès relativement qu'ici. Alors, on a évoqué plusieurs logiques, hein, peut-être le jeune âge aussi, mais surtout, maintenant, les scientifiques s'accordent pour dire que c'est surtout ce qu'on appelle l'immunité acquise non spécifique. Le fait que vous soyez globalement résistant à beaucoup de petites maladies, puisque vous êtes exposé à plus de nature. Et c'est ça le point sur lequel je voulais terminer. On est rentré dans une ère de l'aseptisation de tout. C'est peut-être que en termes d'inconscient collectif, on est à un stade de notre croissance, hein, comme diraient les psychanalystes, mais qui est obsessionnel. Et la traduction sur le plan sanitaire, c'est un côté hypocondriaque. On a bien vu avec le Covid qu'on a eu des réactions très hypocondriaques, quelque part, qui en fait cachaient une grande peur de la mort. Si vous avez peur de la mort, vous ne pouvez pas vivre. Ça, c'est un truc aussi qui est ressorti. Et c'est aussi pour dire que pour prévenir un peu ces pandémies, il faut peut-être aussi une dose de spiritualité, mais pour revenir un peu sur
sur notre sujet à nous, il faut absolument accroître le taux de contact entre la nature et nous, et surtout chez les enfants, puisque le microbiote, l'holobionte, se forme d'autant plus que la plasticité immunitaire est grande, donc que les enfants sont petits. Tout ça pour dire qu'il faut végétaliser nos villes. Ça tombe bien, c'est ce qu'il faut faire pour lutter pour adapter nos villes au changement climatique, débétonner les cours de récréation, multiplier les classes vertes. Je pourrais multiplier les exemples comme ça, mais ça paraît pas grand-chose. C'est une des meilleures préventions à échelle globale et pour la Sécu, c'est intéressant. Mais peut-être la réflexion que je pose, c'est, vous savez, quand on parle de transition énergétique, on parle beaucoup de sobriété. La sobriété, c'est le truc le plus important. En fait, il faut consommer moins d'énergie avant de se poser la question de remplacer l'énergie qu'on consomme par du renouvelable. Vous ne pouvez pas faire ça si vous avez des acteurs privés de l'énergie, puisque leur business model, c'est de vendre du kilowattheure. Donc c'est mort. Vous ne pouvez pas faire de sobriété tant que l'énergie reste privée. Pour la santé, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas doper l'immunité naturelle, non spécifique. Vous ne pouvez pas encourager les systèmes immunitaires de nos concitoyens si votre business model, c'est de vendre des médicaments. Donc ça pose une réflexion sur le caractère public du secteur pharmaceutique. Je terminerai peut-être là-dessus, mais bon, maintenant, l'OMS est assez d'ailleurs alignée pour dire que le Covid, c'est plutôt le laboratoire P4 que le pangolin. Ça, c'est même assez sûr maintenant. Le laboratoire P4, c'est une technologie française. C'est même une symbiose de technologies entre le lobby pharmaceutique, enfin l'industrie pharmaceutique française et le lobby nucléaire, puisque les technologies de confinement du P4 sont issues de la filière nucléaire. C'est peut-être aussi pour ça que dans le débat public ici, on n'en a pas beaucoup parlé, puisque ce sont deux lobbies qui sont surpuissants en France. Et je renvoie aux travaux de Mark Enthoven, qui a fait une enquête là-dessus assez bien faite. Et voilà, donc c'est la réflexion sur laquelle je voulais finir. Et je pense que Brigitte parlera des antibiotiques aussi, puisque c'est en élevage notamment, mais c'est une source de préoccupation majeure, la résistance aux antibiotiques, encore dans ce délire hypocondriaque, et c'est de ça dont il faut sortir. Merci beaucoup, Pierre, pour toutes ces précisions. C'était hyper intéressant. Je laisse maintenant donc la parole à Brigitte Gauthier, qui effectivement va nous parler plutôt du lien entre notre système alimentaire et agricole et la diffusion, la multiplication des virus. Est-ce que vous voyez là sur l'écran de droite? Non, j'ai pas l'impression. Des fois oui, des fois non. Voilà. Bon. Non, mais ça ira. Vous regardez un coup d'un côté, un coup de l'autre, c'est super. Voilà, c'est pour la mobilité des yeux, c'est un petit peu d'orthoptiste offert par France Insoumise. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, on va continuer sur un sujet léger pour cet après-midi, pas du tout flippant, sur cette question. Alors du point de vue, moi je vais l'aborder côté L214, donc vraiment sur la question de notre modèle agricole et de notre modèle alimentaire. Vous le savez, modèle agricole, modèle alimentaire, c'est pas mal documenté. C'est documenté sur la question animale, le nombre d'animaux. On n'a jamais autant élevé et tué d'animaux qu'aujourd'hui, au moment où finalement on sait qu'on n'en a pas besoin. C'est l'intensité des souffrances. Encore hier, on a montré les images d'un élevage de lapins qui montrent bien combien c'est difficile pour les animaux d'être en élevage. On a montré les images d'abattoirs. On voit bien combien c'est infernal pour les animaux, quelle quantité de souffrance ça implique. Sur le côté éthique, on devrait en être plutôt à se dire on arrête de considérer les animaux comme de la nourriture. Mais de l'autre côté, on a aussi une convergence en fait de sujets sur lesquels, de toute façon, c'est indispensable de diminuer notre consommation et notre production de produits d'origine animale. Donc, si la question animale ne nous touche pas vraiment ou juste un petit peu, il y a aussi plein de raisons de diminuer drastiquement notre consommation de viande. Il y a la question de l'environnement, sur les émissions de gaz à effet de serre, sur les nitrates, sur l'ammoniac, les questions de déforestation. Il y a vraiment beaucoup de choses là-dessus, sur les émissions de gaz à effet de serre. Les scientifiques nous disent qu'il faudrait réduire, dans les pays de l'OCDE,
dont la France, il faudrait réduire de 90% notre consommation de viande et de 60% notre consommation de produits laitiers, par exemple. Sur le partage des ressources aussi, d'autant plus avec le changement climatique, d'autant plus avec l'abîmage, les sols abîmés, détériorés, la question de la terre, la question des ressources en eau, la question des prix alimentaires dépendent totalement du gaspillage des ressources qu'on va faire. Or, élever des animaux pour les tuer, c'est gaspiller des ressources qu'on aurait pu prendre directement. Les protéines, qu'elles soient animales ou végétales, ce sont des protéines, par exemple. Et je ne vous parlerai pas du fer, du calcium et de tout le reste. On peut consommer 100% végétal et être en bonne santé. Sur le plan social, les professionnels de l'élevage, du ramassage, de l'abattage sont aussi dans des conditions assez pénibles. Donc si vous êtes contre les injustices intra-humaines, là aussi, il y a quelque chose à faire. Et puis sur la santé humaine, c'est là où on va s'attarder. Il y a déjà les dommages individuels sur nous par la surconsommation de produits d'origine animale, certains types de cancers, la cholestérolémie, certains types de diabète qui sont directement liés à notre surconsommation de produits d'origine animale. Mais du coup, on va plonger un petit peu plus sur la santé publique, où effectivement, on a 60% des 1400 agents pathogènes humains qui sont d'origine animale. Donc quand on parle des pathogènes humains, on parle de bactéries, on parle de virus, on parle de parasites, on peut parler de champignons aussi. Enfin voilà, on a plein d'agents qui, pour nous, sont problématiques, qui ne le sont pas forcément pour d'autres espèces. Enfin, c'est ce qui a été dit pour les chauves-souris, par exemple. Voilà. Mais sauf que des virus des chauves-souris, chez nous, ça fait des ravages. 75% des pathogènes émergents sont d'origine animale et 75% des maladies animales émergentes peuvent potentiellement contaminer les humains. Je ne vais pas revenir en détail sur la déforestation, la chasse et la consommation de viande, parce que ça vient d'être détaillé, mais en tout cas, les animaux qui nous ont infectés ne sont pas venus à nous, nous sommes allés les chercher. Comment? Justement en détruisant leur habitat, et puis aussi par la sédentarisation, l'apparition de l'élevage, où là, on a découvert la variole, la diphtérie, la rougeole, par exemple, qu'on a ensuite trimballé à travers le monde aussi. Donc là, on voit très bien que notre cohabitation avec d'autres animaux, dont on se rapproche, notamment par la déforestation aujourd'hui, l'empiètement sur leurs habitats, fait qu'on va être davantage au contact, et davantage au contact, alors sans être hypochondriaque, voilà, enfin, on va quand même les chercher. Moi, je vais m'attarder évidemment plus sur la question des élevages, et en particulier des élevages intensifs, qui sont qualifiés de bombes sanitaires, notamment par Serge Morand, que tu as cité tout à l'heure, et sur la propagation des virus, notamment dans les élevages. Si jamais un virus rentre dans un élevage, en fait, il peut commencer à se reproduire sur un animal, et tous les animaux qui sont autour de lui peuvent être très facilement infectés aussi. Pourquoi? Parce qu'on est dans des situations de confinement, donc élevage intensif, les caractéristiques, alors il n'y a pas de définition officielle, ça commence à se faire, mais il n'y en a pas d'officielle. Celle qu'on retient, c'est celle où les animaux n'ont pas d'accès à l'extérieur. Et très souvent, ça va avec de la sélection génétique pour les faire produire plus de petits, produire plus de lait, produire plus d'œufs, produire plus de chair. Et ça va avec un confinement et une densité à l'intérieur des élevages qui est extrêmement forte. Donc effectivement, quand vous avez un lapin qui éternue le matin, potentiellement l'ensemble des animaux du bâtiment peuvent être infectés dans la journée. Donc voilà, et Franck Courchamp, qui est aussi au CNRS, nous dit, voilà, quand un virus s'introduit dans une installation de ce type élevage intensif, c'est buffet gratuit pour lui, plus rien ne l'arrête. On peut revenir aussi sur les épisodes de grippe aviaire. Là, depuis quelques années, c'est à répétition, les grippes dans les élevages d'oiseaux. Alors on peut rappeler qu'une grippe aviaire célèbre, c'est la grippe espagnole, donc d'origine aviaire, qui a réussi à arriver jusqu'aux êtres humains et qui a décimé quand même quasiment plus de personnes que la Première Guerre mondiale, que de tuer dans la Première Guerre mondiale.
Et en ce moment, on a des variétés, le H5N1, vous en avez entendu parler, mais aussi les variétés H7 sont vraiment des problèmes. Et cet hiver, on a eu une épidémie à la fois de grippe aviaire et à la fois de grippe humaine. Et en fait, c'était des conditions plutôt favorables à la mutation et à une épidémie en fait de grippe aviaire parmi les êtres humains. En fait, on aurait pu prendre de nouveau un virus, mais on n'avait pas encore fini avec le Covid, donc on est resté plutôt sur le Covid a priori. L'origine des virus, souvent, c'est planqué, c'est caché. On va parler très peu, en fait, on va les appeler par leur nom technique, le H5N1 ou le H5N1, au lieu de grippe porcine ou grippe aviaire. Et ça, ce sont vraiment, enfin, ça a été démontré que ce sont les professionnels de l'élevage, hein, enfin l'industrie de la viande, qui cherchent à cacher l'origine de certains virus. Donc voilà, on a déjà un sujet avec les virus. Alors vous savez que les virus, ça ne se soigne pas avec les antibiotiques. Mais on a aussi un sérieux sujet avec la question des antibiotiques. En France, aujourd'hui, l'antibiorésistance, c'est déjà la cause de plus de 150 000 hospitalisations et de 12 500 décès par an. On est à 1,27 million de morts imputées à l'antibiorésistance dans le monde aujourd'hui. En fait, les projections de l'OMS de 2019 nous alertent sur le fait qu'en 2050, on risque d'être à 10 millions de morts si on ne réagit pas très rapidement. Alors, il y a quelques bactéries qu'on connaît bien, dont vous avez certainement entendu parler, par exemple les salmonelles. Ou la contamination pour les êtres humains, c'est plutôt par la consommation d'aliments crus ou peu cuits. Et la part de transmission par voie alimentaire, c'est à 95% pour les salmonelles non typhiques et 80% pour les salmonelles typhiques. En fait, les salmonelles, c'est la première cause de décès et la deuxième cause d'hospitalisation en 2018 par infection alimentaire au niveau de l'Union européenne. Et quand on regarde certaines catégories de salmonelles, par exemple, 81% des échantillons prélevés notamment sur les poulets, on voit qu'on a des phénomènes d'antibiorésistance et parfois des phénomènes de multirésistance. Et ça, c'est sur les carcasses de salmonelles que vous pouvez prélever dans les abattoirs. Vous avez le même phénomène sur les campylobactères, avec l'EFSA qui dit 20 à 30% des cas humains de campylobactériose sont directement imputables à la consommation de viande de poulet. On a des phénomènes de résistance ou de multirésistance aux antibiotiques. Alors sinon, on en parle, c'est que dans les enquêtes qu'on peut faire, on voit qu'un certain nombre d'antibiotiques, y compris des antibiotiques qui sont sur les listes critiques de l'OMS, sont utilisés encore aujourd'hui dans les élevages. Et que du coup, on a ce problème-là de bactéries résistantes qui peuvent passer, alors non seulement par la consommation de viande éventuellement, mais surtout par le fait qu'il y a des éleveurs, donc des êtres humains, qui côtoient ces virus de près, ces bactéries, qui peuvent passer directement à l'être humain, notamment dans les élevages de cochons, puisque effectivement les cochons sont assez proches de nous génétiquement. Pour les oiseaux, souvent ça passe par aussi un intermédiaire, mais vous avez des élevages qui sont multi-espèces. Vous pouvez avoir des bâtiments de cochons et des bâtiments de poulets, notamment dans les élevages intensifs. Vous avez aussi les apprentissages, en fait. Les bactéries peuvent apprendre à d'autres espèces à devenir résistantes de plusieurs façons. Et l'une d'entre elles réside dans les éléments de génétique mobile. Pour exemple, la résistance à la colistine se dissémine avec des gènes mobiles. Et la colistine, c'est un des antibiotiques qui est donné en élevage, notamment dans les élevages de cochons. Là où on est tombé sur de la colistine, par exemple, c'est dans les enquêtes qu'on a faites sur des élevages sous contrat avec Herta. Dedans, ils utilisaient de la colistine. Voilà. On l'a eu aussi, je suis allée au procès des élevages d'agneaux des filières Roquefort à Rodez, et il a été question justement de l'antibiorésistance, notamment sur un certain nombre d'antibiotiques. On a parlé du Draxin, on a parlé
encore récemment aussi de l'oxytétracycline. On apprend à prononcer beaucoup de mots compliqués. L'oxytétracycline, dans l'élevage de lapins dont on a montré les images hier, il y avait effectivement l'usage de cet antibiotique. Tu l'as rappelé, ça va être beaucoup plus, moins cher, puisque on est dans un pays où on parle beaucoup d'argent, dans une société où on parle beaucoup d'argent, ça coûterait 100 fois moins de prévenir que de guérir. Il y a un véritable enjeu sur ces questions-là. Et du coup, on va en arriver à la responsabilité politique. En fait, les alertes, elles sont tirées depuis très longtemps. Là, c'est un extrait de l'édito de l'American Journal of Public Health qui date de 2007. 2007. Il est étonnant que changer la façon dont les humains traitent les animaux, arrêter simplement de les manger ou au moins limiter strictement la quantité d'animaux qui sont mangés, ne soit absolument pas considéré comme une mesure de prévention d'intérêt. Au contraire, on continue de voir le développement d'élevage intensif, y compris en France. En ce moment, il y a des grandes campagnes de la part, par exemple, de LDC, où aujourd'hui, par exemple, L214, LDC Le Gaulois, ont fait campagne pour essayer de contrer les pires conditions d'élevage et d'abattage, continue de faire des campagnes d'installation d'éleveurs. On a aussi le cas sur les veaux en batterie, donc de la même façon. Et donc, il y a cette question, finalement, donc il y a la question par rapport aux animaux, qui pour nous est quand même de notre responsabilité. Et puis, il y a la question de survie, en fait, de nous toutes et tous, êtres humains, mais aussi des autres animaux qu'on embarque avec nous. Si hier, consommer de la viande, des produits d'origine animale était peut-être une question de survie pour l'espèce humaine, peut-être qu'aujourd'hui, une de nos conditions de survie, en tout cas dans les pays de l'OCDE, c'est peut-être de ne plus consommer de produits d'origine animale. Et du coup, les priorités politiques qu'on porte depuis un moment maintenant, des mesures d'urgence, en fait, des mesures à prendre dès maintenant, c'est stopper l'élevage intensif et l'élevage de masse. Dans l'idée de réduire le nombre d'animaux élevés et tués, prôner, développer l'alimentation végétale, démocratiser l'alimentation végétale, faire des nudges, c'est-à-dire que ce soit plus facile, accessible de consommer de façon végétale plutôt que de choisir que de prendre les plats carnés. C'est ce qu'on peut reprocher aux politiques publiques aujourd'hui, par exemple sur les questions de changement climatique, mais du coup sur toute notre politique publique. Souvent, on nous suggère de prendre des douches à la place des bains ou de prendre notre vélo à la place de notre voiture. À quel moment vous avez entendu le fait de choisir le plat végé par rapport au plat carné? Jamais. Enfin, voilà. Il y a des expériences très intéressantes qui montrent qu'à partir du moment où on a la moitié des plats qui sont proposés qui sont végés, en fait, vous avez davantage de prise de ce plat. Si c'est le premier qui est présenté, si c'est celui qui est mis en avant, de la même façon, voilà. Enfin, il y a tout un tas de choses à mettre en œuvre qui sont pas compliquées, qui sont pas de l'ordre de l'interdiction, mais simplement de favoriser le changement d'habitudes qui ne sont pas mis en place aujourd'hui. Évidemment, supprimer les élevages intensifs, et ça peut passer par un moratoire sur les extensions et les installations. Déjà, on bloque les nouvelles installations. Il y a les plans de reconversion, les gens qui vivent aujourd'hui de l'élevage intensif. Il y a vraiment une question à aller. L'endettement moyen, par exemple, des éleveurs de cochons, il est de 430 000 €. Donc, comment vous sortez de ce modèle-là alors que vous êtes endetté jusqu'au cou? Et puis, l'interdiction qui peut arriver sur l'élevage intensif, qui peut placer, on va rester au niveau de la France aujourd'hui, en position d'exemplarité, en lead sur ce sujet, en lead international, de montrer que c'est possible. En plus, la France a un rayonnement, c'est le pays de la gastronomie et tout ça. Et oui, on peut continuer de s'en vanter. On a un resto étoilé, 100% végétal en France. Donc voilà, la gastronomie végétalienne, elle existe aussi. Mais voilà, ça va demander de la volonté politique, ça va demander de l'engagement. Et puis, au-delà de ces mesures d'urgence, vraiment le changement de paradigme, ne plus considérer les animaux comme de la nourriture. Ce sont des êtres doués de sensibilité qui, comme nous, ont des émotions,
ont la volonté de vivre. On parlait de la peur de la mort, par exemple. Les animaux, souvent, eux aussi, quand ils se considèrent en danger, ils peuvent se sauver, ils peuvent combattre de la même façon que les êtres humains. Donc voilà, continuer à croquer la vie. Et si on veut continuer de croquer la vie, vraiment, il va falloir qu'on retrousse nos manches, là, et pas les animaux. Tout ce que j'ai dit, toutes les sources sont sur les sites de L214, soit l214.com, un peu moins vegan pratique, mais un petit peu quand même. Le fait de se dire, le curseur, en fait, l'humanité a le choix de la poser un peu où elle veut. Manger un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, 100% végétal. Voilà, on peut se passer complètement de produits d'origine animale. C'est possible et c'est reconnu par plein d'organismes de santé. Et sur les conséquences, sur l'impact de notre production et notre consommation de viande, là ce sera sur viande.info que vous aurez pas mal d'informations compilées, y compris sur les tactiques de l'industrie de la viande pour essayer de nous mettre le doute. Voilà, j'ai entendu encore récemment, donc on parle beaucoup de sécheresse, de cycle de l'eau, et on va nous parler de la pénurie d'eau. Et les filières agricoles, les filières d'élevage communiquent autour du cycle de l'eau, en fait. L'élevage, ça consomme quasiment pas d'eau, parce qu'on est dans le cycle de l'eau. Et pareil, sur les émissions de carbone, on est dans le cycle du carbone. Donc voilà, ils essayent de semer le doute, il faut savoir qu'ils sont extrêmement puissants pour justement essayer de maintenir un statu quo. Donc il va falloir mettre les bouchées doubles pour réussir à faire changer les choses, à changer par le haut. C'est-à-dire, l'idée n'est pas de trouver des coupables, mais l'idée, c'est de trouver des solutions et d'œuvrer à ces solutions. Et donc, les politiques sont là pour œuvrer. Merci beaucoup, Brigitte. Moi, il y a un truc qui m'a frappé en préparant cette conférence, c'est que notre système agroalimentaire, l'élevage intensif avec son corollaire de déforestation, de transport, concentration des animaux, etc. Ça a été dit et redit, et très bien dit, mais on sait donc voilà que ça fait partie des causes de l'émergence, de la diffusion des pandémies, mais le truc c'est qu'on le savait depuis longtemps en fait. J'en veux pour preuve un rapport de 2005 qui avait été commandité auprès d'experts de l'industrie, de l'Organisation mondiale de la santé, de l'Organisation mondiale de la santé animale et de l'Agence américaine pour l'agriculture. C'est un rapport qui s'appelait les risques globaux des maladies infectieuses animales. Et dans ce rapport, il pointait clairement le rôle central de l'élevage pour la santé animale et humaine. Il se basait là-dessus sur les crises de la fièvre afteuse de 2001 et la grippe aviaire de H1N1. Et par ailleurs, il y a un type d'élevage intensif qui inquiète encore plus particulièrement les scientifiques, c'est l'élevage intensif porcin. Ça a été dit des deux côtés. On est tous d'accord. Pourquoi ? Parce que, là encore, ça vous a été expliqué, nous partageons un fort patrimoine génétique avec les cochons. Et donc, du coup, c'est un peu la voie royale de la transmission à l'homme. Encore une fois, ça a été très bien expliqué avant moi. Et par ailleurs, donc, si les cochons sont élevés de manière intensive, eh bien, là, pareil, on l'a vu, le pathogène est amplifié avant d'être transmis à l'homme. Et c'est ce qui s'était passé d'ailleurs lors de l'épidémie de Nipah en 1998 en Malaisie. Et je rappelle pour mémoire qu'en France, 95% des porcs sont élevés de manière intensive. Pour avoir ça en tête. Donc là, comme vous voyez, notre belle Bretagne, en fait, c'est un peu une bombe à retardement, sanitairement parlant. Vous me direz, on le savait déjà, vu que là, il y a déjà l'autre épidémie, celle d'algues vertes, qui est directement liée à l'élevage intensif de porcs, et on le sait depuis longtemps. Mais il y a une région du monde qui inquiète particulièrement les scientifiques à ce sujet, c'est l'Asie. Parce que là-bas s'y développe énormément justement de fermes-usines porcines et souvent proches des habitats des animaux sauvages. Et en plus, là-bas, il n'y a pas la surveillance vétérinaire qui existe en France. Et justement, pour faire face, se met en place, l'industrie agroalimentaire met en place des mécanismes, et en l'occurrence, en Chine, ils poussent un peu ça au paroxysme. C'est un principe qui, personnellement, me fait un peu peur, qui s'appelle la biosécurité.
Donc, je vous explique. La biosécurité, ça commence, selon Serge Morand, qu'on a cité déjà plusieurs fois, qui est très costaud sur le sujet. Et pour lui, ça commence en 1998, avec l'abattage systématique de 2,4 millions de bovins au Royaume-Uni, dans le cadre de la crise de la vache folle. Et puis, quelques années plus tard, en 2004, c'est en Thaïlande qu'on va abattre 60 millions de poulets, sans se poser de questions, à cause de la grippe H5N1. Mais là, attention, ils ont épargné les élevages industriels. Donc, ils ont abattu principalement les poulets issus d'élevage à taille humaine ou fermiers, etc. Pourquoi? Parce qu'ils estiment que les élevages industriels seraient mieux protégés, donc justement d'un contact avec les animaux sauvages. Et d'une manière générale, ça va être ça le principe de la biosécurité, c'est qu'on va asséner que le risque, c'est les animaux sauvages, puisqu'ils sont porteurs du virus, et que c'est eux donc qui risquent de contaminer les animaux domestiques qu'on élève. Et du coup, on va tout faire pour s'en couper et pour, du coup, on va ériger des règles d'hygiénisme de plus en plus drastiques. Et là, ça rejoint complètement le principe d'aseptisation, la volonté d'aseptisation dont parlait Pierre avant moi. Et on se retrouve avec une pratique qui, en fait, va à l'encontre de la biodiversité et donc, in fine, de notre santé. Et donc, je vous parlais de la Chine tout à l'heure parce que là-bas, ils en sont arrivés, je crois que c'est dans la région de Hong Kong, à construire des fermes-usines qui sont, il y en a que des bunkers, vraiment, pour porcs. Donc, avec donc une ferme qui s'appelle la Gufei Mountain Sow Farm, qui élève 28 000 truies dans des bâtiments de 9 étages, où tous les étages, en fait, sont complètement indépendants les uns des autres, qui ne communiquent pas les uns avec les autres, où les gens qui travaillent là sont soumis à des quarantaines avant de pouvoir travailler, et puis entre différentes phases de leur travail. Par exemple, justement, s'ils doivent changer d'étage, hop, quarantaine. Il y a des infections hyper régulières des véhicules, de tout. Et les gens qui travaillent là, encore une fois, sont enfermés plusieurs mois sur place dans ces, j'allais dire élevage, mais non, dans ces usines. Et bien sûr, les truies là-dedans sont isolées dans des cages sans aucun contact entre elles. Donc vous voyez à quel niveau, là on arrive vraiment à la quintessence de l'aseptisation, quoi. Alors en France, évidemment, on n'en est pas là, heureusement, mais outre le fait que ce qui se passe en Chine, des fois ça finit par rayonner chez nous, il y a déjà des mesures de biosécurité qui sont appliquées en France. Ça a commencé en 2016 suite à la grippe aviaire de 2015-2016. Donc des règles comme ça, donc qui ont été érigées pour les élevages de volailles, puis pour les porcs. Et toutes ces normes qui sont demandées, ce sont des normes qui fonctionnent uniquement pour l'élevage industriel. On demande de mettre des barrières, de désinfecter, etc., etc. Ce qui fait qu'en fait, ça pousse à la fermeture des élevages à taille humaine. Mais ça favorise donc bien sûr l'élevage ultra intensif. Et regardez ce qui s'est passé tout récemment avec la grippe aviaire. Quelle a été la réaction du gouvernement? Eh bien, en septembre, elle a promis 2 arrêtés en septembre dernier, pour enfermer, qui ont obligé tous les éleveurs à enfermer les volailles en bâtiment, y compris donc tous ceux qui sont censés être élevés en plein air. Donc voilà, là on arrive vraiment à l'absurdité la plus totale, c'est-à-dire qu'on sait que l'élevage intensif, les densités extrêmes, l'enfermement, tout ça, ce sont des causes de transmission des pandémies, et pour contrer ça, on met en place des mesures qui favorisent l'élevage intensif. Tout va bien. Et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que que cette dérive biosécuritaire m'effraie, parce qu'en quelque sorte, je trouve que c'est un peu la solution parfaite pour l'industrie, parce que ça met sous le tapis les causes de l'émergence des maladies, des épidémies, et que ça permet de continuer à produire toujours plus, de continuer avec nos politiques d'exportation complètement folles, et en plus, donc là, avec un modèle complètement, je n'ose même pas dire déshumanisé, là, c'est carrément dévitalisé, qui fait froid dans le dos. Et malheureusement, je trouve que ça, encore une fois, même si on n'en est pas là en France, ça rejoint quand même une forme de vision extrêmement technique de l'agriculture qu'a l'air d'avoir nos gouvernants, Et j'en veux pour exemple une citation de Monsieur Julien de Normandie, qui était notre ancien ministre de l'Agriculture, qui avait dit en octobre 2021 qu'il voulait lancer une 3e révolution agricole, je cite, robotique, génétique et numérique. Ça fait rêver, non? Voilà. Bon, bref, pour revenir aux animaux, ça donne quand même l'impression qu'on persiste en fait à les considérer comme des objets, comme des machines à produire, et qu'on n'est pas encore tout à fait sorti de la vision de l'animal machine qui avait été théorisée par Monsieur Descartes,
aussi, donc cette idée que c'était juste les animaux, c'était des rouages productifs qui sentaient rien. Bon, mais tout ça, c'était au XVIIe siècle quand même. Donc entre-temps, il y a eu nombre de philosophes et de scientifiques qui ont fait la preuve de la sensibilité des animaux. C'est même écrit noir sur blanc dans le droit français, mais on continue quelque part d'agir comme si on ne le savait pas, quoi. Et quant aux animaux sauvages, je trouve qu'on les considère soit en termes de nuisibles, de gêne, parce qu'ils gênent nos activités, parce que justement, faut qu'on s'en éloigne, donc pour éviter les virus, etc. Soit comme des choses fongibles, c'est-à-dire des choses qui sont substituables les unes aux autres. Donc, en gros, l'idée, c'est un peu, c'est pas grave si on a chassé, fait disparaître 5000 chauves-souris à cet endroit-là, c'est pas grave parce qu'il y en a plein d'autres dans la forêt d'à côté. Vous voyez le type de raisonnement. Et non seulement, nous sommes, je pense, de plus en plus nombreux à penser que ce n'est pas acceptable d'un point de vue éthique, philosophique, etc. Mais en plus, on voit bien qu'on en paye le prix fort et qu'il est urgent d'agir puisque nous formons donc avec les humains et l'ensemble du vivant le seul écosystème dans lequel nous pouvons vivre. C'est pour ça que, pour moi, pour nous tous, je pense, c'est très important que le mot d'ordre de notre programme L'avenir en commun, ça soit la recherche de l'harmonie des êtres humains entre eux, mais aussi avec le vivant. Et donc, nous, on a effectivement des propositions politiques pour essayer de répondre à ces crises. En l'occurrence, effectivement, c'est de changer tout notre système agroalimentaire, en commençant évidemment par la sortie, l'interdiction des fermes-usines. Ça, c'était une de nos mesures phares qui avait déjà été portée d'ailleurs en 2021 par Bénédicte Taurine dans le cadre d'une proposition de loi. Et puis donc d'accompagner les éleveurs pour organiser la sortie de l'élevage intensif, en commençant évidemment par l'interdiction des cages. Et on a prévu notamment, tu parlais très justement tout à l'heure, Brigitte, de l'endettement massif des agriculteurs d'une manière générale, mais notamment des éleveurs, parce qu'ils sont pieds et poings liés avec l'agro-industrie qui les appauvrit. Et nous, on a prévu par exemple une caisse de défaisance en fait, pour reprendre justement les dettes des agriculteurs qui voudraient qui s'engageraient dans des pratiques agroécologiques. On prévoit évidemment la réduction justement majeure de notre consommation et donc de notre production de protéines d'origine animale. On s'était fixé comme objectif une diminution de 50%. Je donne un petit chiffre comme ça en passant. Donc la FAO, l'agence agricole américaine, nous dit que en 1961, on produisait environ 70 millions de tonnes de viande et en 2018, on en produisait 336 millions. Oui, c'est une évolution faramineuse. Et en plus de ça, il faut prendre en compte le fait que, dans le même temps, on a eu de moins en moins d'élevage et d'éleveurs, en fait. Donc, ça donne une idée du niveau d'intensification atroce de l'élevage sur cette période. Et je rappelle, quand on parle de protéines d'origine animale, on ne parle pas uniquement de la viande, on parle aussi évidemment du lait, des œufs, mais aussi des animaux marins des poissons. Parce que là, on a parlé surtout d'animaux terrestres, mais il faut bien penser que c'est la même chose du côté des animaux marins. D'un côté, il y a la surpêche qui détruit, qui vide les océans, et de l'autre côté, on élève des poissons, des animaux aquatiques dans les mêmes conditions intensives qu'on a décrites là, et avec les mêmes conséquences sanitaires. Ça va de soi. Et j'ajoute que comme on n'a pas de limite, on est même en train d'envisager d'élever les poulpes en élevage intensif. Je vous dis comme ça m'a rendu folle. C'est quand même un animal extrêmement intelligent, sensible et solitaire. Voilà, et donc on est en train de les entasser pour les élever. Ça a déjà commencé en Espagne. Je ferme la parenthèse. Donc le changement alimentaire, c'est évidemment... c'est pas forcément évident parce qu'on sait qu'on touche à des choses un peu fondamentales, à nos cultures, à nos habitudes. Donc effectivement, ça passe par une politique publique forte. On peut pas se contenter de vœux pieux. Donc ça passe par une information publique nutritionnelle conséquente, la formation des professionnels de santé, le développement évidemment des cultures de légumineuses, de protéines végétales à destination humaine, qui, je le rappelle en passant, en plus sont excellentes pour les sols, mais aussi par exemple l'utilisation de la commande publique. Je pense évidemment à la restauration collective et par laquelle justement on peut commencer à changer les comportements. Donc nous, notre projet, c'était d'une part 100% bio et local, mais avec effectivement une alternative végétarienne systématique et au moins une fois par semaine un menu complètement végétarien, justement pour pousser les gens à changer. Je précise que ce changement alimentaire présenterait aussi des gains de santé, ça a été dit aussi avant. Sachez qu'un Européen mange en moyenne 2 fois plus de protéines d'origine animale que ce qui est recommandé
par l'OMS. Or, on sait que ces surconsommations, c'est aussi une cause majeure de surpoids, de maladies chroniques, etc., qui sont toutes des causes de comorbidité dans le cadre des épidémies auxquelles on doit faire face. Donc, encore une fois, tout est lié. Nous prenons aussi évidemment l'arrêt des transports longs. On n'en a pas tellement parlé, mais aussi effectivement le fait que les animaux soient transportés dans des conditions par ailleurs épouvantables, pareil, hein, densité extrême, chaleur, tout ce que vous voulez, et dans un état de fragilité avancé déjà. Donc, ils sont transportés comme ça à travers le monde. Donc, évidemment, les virus qu'ils transportent avec eux font le voyage aussi. Donc, arrêt des transports longs et notamment l'arrêt des exportations à terme d'animaux vivants. Nous avions également mis dans nos mesures d'urgence, je le précise, la suppression des arrêtés grippe aviaire dont je parlais tout à l'heure, parce que nous estimons justement que ce n'est pas du tout une bonne réponse à la crise. Avec la sortie de l'élevage intensif, il va de soi qu'on va du coup diminuer la déforestation importée, parce que vous savez qu'on importe énormément, par exemple, de soja d'Amérique latine pour notre bétail en France et en Europe. Donc ça induit de fait une hausse de la préservation, en tout cas des habitats et des écosystèmes là-bas, mais pour protéger aussi les animaux sauvages sur le territoire français, eh bien ça passe par le bannissement des pesticides, la lutte contre l'artificialisation des sols et la pollution de l'eau. Ça veut dire aussi des mesures de réforme de la chasse, tu en parlais tout à l'heure Pierre. Donc nous on avait proposé des jours sans chasse, mais aussi par exemple l'interdiction de chasse des espèces protégées ou du déterrage, je crois que tu en parlais tout à l'heure aussi, j'ai des blaireaux. C'est aussi, par exemple, essayer de réduire le fractionnement des habitats, parce que justement, il est tout divisé notamment par les axes routiers. Et donc, ça ne règle pas complètement le problème, mais on peut aider avec l'installation de passages à faune sur les réseaux routiers et ferroviaires. Par ailleurs, ça a été expérimenté avec succès ici, en Isère. Et puis enfin, on va bien sûr étendre les aires protégées. Nous, on s'était fixé un objectif de 30% du territoire. Donc, voilà des propositions de changement, des ébauches de solutions. Alors bien sûr, la question animale n'est pas, la question de rapport aux animaux n'est pas la seule grille de lecture de la pandémie, ça va de soi. Ce ne sont pas non plus les seules solutions. Il faudrait aussi parler, bien sûr, du système de santé, des médicaments, etc. Ça a été dit auparavant. Mais néanmoins, on l'a vu, voilà, notre rapport aux animaux est clairement une des causes majeures de l'essor donc de l'ère des pandémies. Et on ne peut pas décorréler notre santé à celle de notre écosystème. Je cite là encore un virologue, cette fois-ci, M. Maïlik Peiris, qui dit très clairement « Si nous ne repensons pas radicalement notre rapport à la nature et aux animaux, nous entrerons dans une ère de confinement chronique qui nous coûtera très cher, humainement et économiquement. » Or, on l'a dit, les politiques au pouvoir en ce moment, et puis les industriels dont ils protègent les intérêts, clairement, ils n'entendent pas de cette oreille, ils n'écoutent pas franchement les scientifiques. Et donc, je rejoins, je crois que tu en parlais tout à l'heure, je pense qu'on a tous un rôle à jouer, nous, les citoyens investis en politique, investis dans les associations, et a fortiori donc les élus, à nous d'essayer de faire changer tout ça, de vraiment bifurquer, changer ce système agroalimentaire. Et je pense que je vais aller un peu plus loin que le titre de notre conférence. Non seulement il faut repenser, mais je pense qu'il faut vraiment changer ce système. Il y a urgence. Et je cite, pour finir, les mots de Jean-Luc Mélenchon lors des travaux sur la loi Egalim à l'Assemblée nationale en 2018. Respecter les animaux, c'est affirmer notre humanité. Merci. Merci beaucoup. Alors, on est plutôt à l'heure, donc il nous reste encore un bon moment d'échange avec la salle. Julien va pouvoir passer parmi vous pour donner le micro. Alors, attendez, il y a des mains de partout. Je vais essayer de faire paritaire en plus. Donc, Julien, je vous propose qu'on prenne, peut-être, on fait quoi, genre 4 questions et des salves comme ça. Allez, on en prend 4 et puis on répond. Merci. Bonjour. Je dis mon prénom, Marie-Sara. Je voulais parler, j'avais entendu parler de l'agriculture, des élevages intensifs. Je voulais savoir s'il y avait bien un lobby pharmaceutique aussi qui amène
en fait, qui fait en sorte qu'il y ait de plus en plus d'élevage intensif, parce que ça leur permet de vendre des antibiotiques et des anxiolytiques, parce qu'il y a des animaux qui se font du mal comme ils sont stressés. Et donc, ça leur permet de vendre des anxiolytiques en plus, et des antidépresseurs, et des antibiotiques. Je veux savoir s'il y a bien un lobby de l'industrie pharmaceutique qui incite aux élevages intensifs. Oui, bonjour. C'était très intéressant le passage sur les zoonoses. Je regrette qu'on n'ait pas parlé de la leptospirose, qui est un cas également très problématique, dû à la surpopulation de rats, et donc à une nécessité de travailler sur la dératisation. Aujourd'hui, on a atteint un niveau de prévalence de la leptospirose qui est équivalent à celui des années 20. Donc, ça me semble être un vrai problème. D'autre part, je pense que c'est intéressant si on décrit l'élevage intensif, de mettre en valeur l'élevage de plein air, qui peut être, et puis l'élevage extensif, qui est à mon avis très intéressant écologiquement, et puis aussi dans la lutte contre l'aseptisation de notre alimentation. Par exemple, les fromages au lait cru, ça me semble aussi être une piste très intéressante. Voilà. Moi, c'est pas une question, parce que c'est vrai que c'est des sujets que je connais relativement bien. C'était une cerise sur le gâteau. Est-ce que quelqu'un d'autre que moi a regardé ce qui se passe en Chine? Là, c'est industriel, parce qu'en Chine, ils consomment énormément de porc et il semble qu'ils en manquent. Et je ne sais pas si c'est corroboré. J'ai lu sur un site, je crois, de Google, qu'elle construisait un immeuble de 26 étages. Vous l'avez lu? Quelqu'un d'autre a vu? Vous en avez parlé avant? Ah, merde, pardon. Alors, j'ai loupé une partie. Alors moi, j'ai pas parlé de 26 étages, donc c'est peut-être un nouveau projet. C'était l'élevage de porc aussi, Pas mais trop. moi, j'ai parlé des bâtiments de 9 étages, en tout cas, qui existent déjà. Ah ben là, effectivement. 26, voilà. Et 26 existent aussi, mais je le connaissais puis, pas celui-là. Parfait. Voilà. Et puis, excepté aussi l'autre chose concernant les poissons, c'est vrai qu'on les considère et c'est très récemment, c'est pas une question, c'est très récemment qu'on s'intéresse aussi à la souffrance des animaux. Par rapport aux abattoirs, et il y en a, paraît-il, en France, qui ont commencé à dire que l'abattoir doit venir aux animaux et non pas le contraire, pour éviter justement ces transports. Qu'en est-il? Voilà, merci. Et puis, troisièmement, je participe à L214. Bonjour, Jérôme, je suis militant à Grenoble, France Insoumise. Déjà, merci pour votre intervention. Et du coup, c'était pour rebondir un peu sur ce que disait Brigitte par rapport à la restauration collective. Et du coup, alors, c'est sûr que d'un côté, on peut passer entre guillemets par la loi, par la municipalité, par le local. Et du coup, à Grenoble, c'est ce qui a été mis en place dans la ville dans laquelle maintenant tous les enfants, etc., et dans toute la restauration collective, ils vont avoir une option végétarienne par défaut. Et donc, on inverse la norme en réalité, et c'est la viande qui sera en option à tous les repas. Et dans un second temps, moi, je me posais plus la question, c'est dans la restauration collective des entreprises. Moi, je travaille dans une grande entreprise, donc on a la chance d'avoir des options végétariennes quand même multiples. Mais je voulais savoir, parce que souvent, il s'agit de prestataires en réalité. Par exemple, moi, dans mon entreprise, c'est Elior. Et du coup, comment ça se passe dans ce genre de situation? Est-ce que c'est l'entreprise elle-même qui dit à son prestataire, bah voilà, j'aimerais qu'il y ait tant d'options VG ou pas? Et dans le cas contraire, comment ça se passe et comment faut faire? Merci. Personne ne veut répondre. Merci pour toutes ces questions. Alors, la première, du coup, c'était Marie-Sara sur l'élevage intensif et les lobbies pharmaceutiques. C'est clair que plus il y a de malades, enfin, c'est ce qu'expliquait aussi Pierre,
on n'est pas du tout on est dans une logique de gagner de l'argent. Et en fait, on se rend compte effectivement que l'industrie pharmaceutique vend beaucoup de produits médicamenteux aux élevages. Et par exemple, les fabricants d'aliments pour les animaux ont aussi le statut d'établissement pharmaceutique. C'est-à-dire qu'ils peuvent délivrer de l'aliment avec à l'intérieur des antibiotiques. Donc oui. Après, sur les antidépresseurs et tout ça, moi, j'ai pas de données là-dessus. Maintenant, on voit que effectivement, il y a des sur le procès à Rodez, c'était bien la question aussi d'un espèce d'abandon de la question de la part des vétérinaires qui viennent même pas voir les animaux et c'est les éleveurs qui commandent eux-mêmes leurs produits. À savoir que autant pour la médecine humaine, vous avez les médecins et c'est séparé avec le pharmacien. Donc quelque part, le médecin, il n'a pas tellement d'intérêt à vous prescrire des médicaments. Autant au niveau de la santé animale, le vétérinaire est aussi, a aussi les médicaments. Donc effectivement, il y a un vrai enjeu autour de ces questions-là. Je passe aux élevages extensifs. Alors effectivement, côté L214, on ne va pas être sur la promotion de l'élevage extensif. On va concentrer par contre notre action sur les élevages intensifs. Mais les élevages extensifs, le saviez-vous, les prairies aujourd'hui ne sont plus des puits de carbone, sauf les grandes plaines en Russie. Aujourd'hui, les prairies sont émettrices nettes. Et ça fait un petit moment qu'on le sait maintenant, mais ça se dit pas trop fort. Voilà. Et puis l'élevage extensif, peut-être, je ne l'ai pas rappelé d'ailleurs, mais à culpa, en France, 8 animaux sur 10 proviennent d'élevage intensif, c'est-à-dire d'élevage où ils n'ont eu aucun accès à l'extérieur. Et on tue par jour dans les abattoirs, alors je parle que des animaux terrestres là, 3 millions d'animaux tous les jours. Donc, mettre en valeur l'élevage extensif, en fait, déjà, presque, quel est l'intérêt aujourd'hui? Il n'y a pas besoin de faire de la promotion de la viande, il y en a suffisamment, à mon sens. Et plutôt vraiment, la question sur laquelle on doit travailler, c'est vraiment la démocratisation de l'alimentation végétale, la réduction de notre consommation de viande. Et l'élevage extensif aujourd'hui, il sert beaucoup de paravent, d'argument de vente de la viande, en fait. Il est mis en avant, tous les élevages plein air sont mis en avant, c'est ce qui est mis en avant dans les reportages, notamment l'élevage bovin, pour essayer de continuer de nous faire croire que la viande qu'on trouve en France, alors surtout la viande française, qui aurait une spécificité tout à fait magique, d'être issue d'animaux heureux qui ont été tués dans des abattoirs où vraiment il y a du bien-être animal, soyez-en certains. Voilà, donc non, les abattoirs en France sont comme un peu partout, la réglementation est européenne, que la viande soit bio, issue de label ou standard, c'est les mêmes conditions d'abattage pour les animaux, c'est pas des couteaux à bourron qui sont utilisés dans les abattoirs bio, c'est les mêmes que partout ailleurs, c'est les mêmes conditions d'étourdissement, qui est le mot un petit peu gentillé pour parler de la percussion du crâne, de choc électrique ou d'asphyxie au gaz. Alors, le seul truc, c'est qu'en bio, il est interdit d'abattre sans étourdissement les animaux terrestres. Voilà, on ne parle pas des poissons, parce que pour les poissons, c'est même pas obligé de les étourdir. Donc, y compris en bio, vous pouvez regarder les enquêtes, l'enquête qu'on a faite sur les truites bio. C'est pas guère plus ragoûtant que les truites pas bio. À l'œil nu, c'est pas super perceptible la différence. Donc, l'élevage extensif, c'est moins pire pour les animaux que l'élevage intensif. Néanmoins, c'est pas la panacée. Si on parle par exemple de la production laitière, on a beau être en extensif, les veaux sont retirés de leur mère dès les premiers instants de leur vie.
Voilà, 91% des veaux laitiers, c'est de l'élevage en batterie. Et j'en profite pour aller sur l'abattoir mobile. Alors, les abattoirs mobiles, aujourd'hui, ils ont été développés notamment pour les bovins. Alors, pour rappeler, les bovins, c'est 0,5% des animaux abattus en France aujourd'hui. 0,5%. Donc, on n'est pas du tout sur un rapprochement. Voilà. Et mieux vaudrait vraiment jouer sur la réduction du nombre d'animaux, qui est faramineux aujourd'hui. Enfin, 3 millions d'animaux par jour, 1 milliard, un peu plus d'1 milliard par an, juste pour la France. C'est juste complètement énorme. Et concernant Grenoble, vraiment super intéressant l'inversion de la norme, c'est-à-dire que le repas standard, c'est le repas végétarien. C'est ce qui se faisait dans les réceptions, enfin c'est ce qui se fait dans les réceptions, par exemple à Amsterdam. Le repas par défaut est végétarien, et si on veut consommer de la viande ou du poisson, il faut cocher. C'est pas voilà. Et ça c'est tout à fait intéressant. C'est un nudge vraiment très puissant sur la probabilité de prise des repas végés. Et sur les entreprises, effectivement, c'est souvent des grands groupes, Elior, Sodexo, Compass et bien d'autres, qui ont... Et la démarche peut se faire dans les deux sens. Ça peut être une proposition, c'est moins courant, des entreprises de restauration par rapport aux entreprises dont elles sont prestataires, qui peuvent proposer une offre végétarienne ou végétalienne. Mais le plus souvent, c'est des salariés, parfois par l'intermédiaire de leur CSE, qui viennent demander à ce que les options végétariennes ou végétaliennes se développent au sein de l'entreprise. Avec L214, on peut proposer des accompagnements, on l'a déjà fait pour de grandes entreprises, mais il y a d'autres organisations comme Assiette Végétale, comme l'Association végétarienne de France, et même des associations écolos qui accompagnent ce genre de démarche, qui sont super intéressantes, effectivement. Et on le voit notamment dans les crous aussi, dans les restaurants universitaires. Dès lors qu'il y a une offre, il y a une prise qui est bien supérieure d'ailleurs au nombre de végétariens ou de véganes. Sur Besançon, on parlait de 30% de prise des repas végétariens ou végétaliens, ce qui est juste énorme. Donc voilà, proposons, et puis en fait, voilà, ça fait un toboggan pour aller vers des pratiques quand même plus soutenables, plus respectueuses. Voilà. Merci. Je vais faire très court pour pouvoir prendre d'autres questions. Merci, bravo. Dans la continuité de ce que dit Brigitte, l'ordre de grandeur, c'est que l'élevage, si je ne me trompe pas, consomme presque 3 fois plus d'antibiotiques que l'humanité. Donc c'est un débouché colossal pour ces pharmas-là. C'est vraiment, il faut avoir cet ordre de grandeur-là en tête. Dans l'élevage, les antibiotiques sont aussi des boosters de croissance et sont administrés aussi en prévention. Le problème que ça pose, parmi tous les problèmes que ça pose plutôt, il y a celui de la production de ces antibiotiques, puisque pour beaucoup, c'est des usines qui sont en Asie, en Inde, en Chine, au Bangladesh même, qui produisent des antibiotiques dans des conditions assez désastreuses, où on a des effluents en sortie d'usine, où on a des eaux qui sont chargées en antibiotiques, qui sont relâchées comme ça dans la nature. Il n'y a pas mieux pour sélectionner des bactéries résistantes aux antibiotiques. Et la problématique est là. Il faut absolument avoir une réflexion sur comment est-ce qu'on rapatrie ces industries pharmaceutiques-là, pour pouvoir contrôler toute la chaîne de production de manière à ce qu'elle soit, pour le coup, sans danger de sélection naturelle accélérée. Et ça amène un peu à la question du monsieur au fond sur le microbiote intestinal, c'est-à-dire que les fromages au lait cru, très bien, mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la biodiversité de bactéries qu'on va ingérer. Et les aliments fermentés, en général, sont très riches pour recharger notre microbiote, mais de manière systémique, on a de plus en plus d'antibiotiques qui terminent dans les eaux, notamment les eaux qu'on boit, et par l'intermédiaire de la viande qu'on ingère, la viande chargée en antibiotiques, qui se retrouvent dans notre corps et qui affaiblissent ce microbiote-là. Et donc, on a un peu cette folie dont il faut sortir, et ça pose aussi la question de... tant qu'à taper sur les labos, mais de la paresse des labos dans leur politique de R&D, c'est-à-dire que sur les antibiotiques, par exemple, il faut absolument qu'on ait des antibiotiques en réserve, en avance, au cas où il y a de l'antibiorésistance, notamment pour des maladies graves.
Et par rapport aux rats, parce que monsieur parlait de la laptérocytose, mais on a des scientifiques aujourd'hui qui s'inquiètent même d'un retour de la peste qu'on ne puisse contenir parce qu'on n'a pas assez d'antibiotiques de réserve. C'est-à-dire que si demain, on a, par une zoonose accélérée, par ces conditions de promiscuité qui sont les nôtres aujourd'hui, hein, monsieur a très bien dit, on retrouve des conditions de promiscuité dignes des années 20 dans les centres urbains, eh bien, voilà, si on a une bacille qui mute, une bacille de la peste qui mute, et qui est résistante à la plupart des antibiotiques qu'on a, on n'est pas dans la merde. Donc voilà. Mais faire de la R&D sur des antibiotiques qui ne vont pas être utilisés avec un gros débouché qu'on a en réserve, c'est pas intéressant sur le plan économique. Donc là encore, est-ce qu'on fait de la santé un bien commun et donc on renationalise avec des politiques de R&D un peu sérieuses, ou est-ce qu'on reste dans cette folie-là? Merci beaucoup. Bon, il nous reste très peu de temps parce qu'on m'a dit qu'on me ferait rapidement signe dès qu'il serait 15 heures. On prend peut-être, je sais pas, deux ou trois questions. Bonjour, merci pour la conférence qui était très intéressante. J'aimerais juste revenir rapidement sur la notion d'anthropocène qui me paraît pas très judicieuse, c'est plutôt le capitalocène. La cause de réchauffement climatique, c'est le capitalisme et pas forcément l'humain, parce qu'il y a des humains qui en sont pas du tout responsables, mais voilà, je voulais passer. Je suis vegan depuis 1 an, je suis au lycée et pendant toute l'année j'ai dû manger dehors. Merci, parce qu'on me refusait l'accès à la cantine. Et je voulais savoir quel recours était possible pour avoir la possibilité de manger à l'intérieur, éviter de se peler dans le froid de l'hiver. Merci. Bonjour. Je voulais vous demander, avec le nouveau visage de l'Assemblée, est-ce que, qui n'est pas forcément celui qu'on espérait totalement, est-ce qu'il y a des majorités d'idées possibles? Est-ce que vous entrevoyez des choses qui seraient possibles dans le domaine, enfin, ce sur quoi porte la conférence, mais plus généralement sur la condition animale? Voilà, ma question est aussi un peu un espoir. Libre à vous de le doucher ou de le faire vivre. Une troisième si on a une femme, parce que j'avais dit que je faisais paritaire. Et bien voilà. Ah pardon, il y a madame. Ah, excusez-moi, je ne vous avais pas vu. Bonjour, oui. Ça rejoint la proposition qui vient d'être faite par monsieur d'avant. Pardon, je me présente, je suis Christelle, gilet jaune et également militante France Insoumise. Je ne mange plus tellement de viande, je dirais 2 fois par mois, mais quand j'entends les discours d'aujourd'hui, je crois que je vais totalement arrêter, c'est clair. Mon idée rejoint... Est-ce que justement, qui aujourd'hui au gouvernement crée des slogans publicitaires? On a été massacré de slogans pour le vaccin, les masques, etc. Pour éduquer les personnes qui ne sont pas du tout encore convaincues, est-ce que des slogans publicitaires, par exemple, pour aider à éveiller les consciences? C'est une idée parmi tant d'autres, mais voilà, l'image. Allez. Du coup, sur la question de l'anthropocène, alors c'est vrai, il y a toutes les populations, notamment celles qu'on appelle autochtones, qui elles justement sont bien conscientes du fait qu'on est une partie du tout et qui n'ont effectivement pas du tout la même action que nous. Donc effectivement, pourquoi pas capitalocène, mais bon, on est quand même malheureusement très très nombreux, majoritaires sur cette planète à vivre dans le système capitalistique et avec toutes ses conséquences. Sur la question de l'Assemblée nationale. Alors, je partage cet espoir, mais je vais être tout à fait honnête. Donc, voilà, je suis entrée à l'Assemblée nationale il n'y a pas très longtemps. Ça fait partie des choses que j'espère voir, mais je ne connais pas encore justement les équilibres, ce qui pourrait peut-être faire basculer sur un plan ou sur un autre. Ce qui est sûr, c'est qu'on est quand même relativement d'accord sur plein de choses déjà au sein de la NUPES, et on est quand même un groupe de 150 députés. Donc ça devrait quand même permettre de faire avancer les choses, en tout cas
cas de mettre les pieds dans le plat. Ensuite, je siège au sein de la commission de développement durable. Où là, je pense qu'il est aussi possible de travailler. Maintenant, voilà, je compte m'y atteler parce que c'est clairement les dossiers dont je compte me saisir pendant mon mandat et porter donc toutes mes convictions. Mais là, pour l'instant, je connais pas encore assez les gens, notamment parce que, très honnêtement, sur les questions spécifiques, comme par exemple la condition animale, je pense qu'il peut y avoir des gens qui, par ailleurs, ne partagent pas du tout mon opinion sur d'autres sujets. Enfin, je pense par exemple même des gens au sein de la République En Marche sont tout à fait susceptibles d'avoir une sensibilité sur cette question-là. On l'a vu d'ailleurs dans le gouvernement précédent. Donc, moi aussi, j'ai l'espoir qu'on soit suffisamment nombreux pour faire bouger les choses à ce niveau-là. Je vous tiendrai au courant. Et sur la question des slogans, c'est évident. En fait, c'est tout à fait, c'est un des rôles des politiques, l'information publique. Donc là, j'en parlais tout à l'heure quand je parlais d'une politique publique qui vise à un changement d'alimentation. Quand je parlais d'information nutritionnelle, ça passe aussi par là. Ça passe par de l'information, des slogans, puis des campagnes dignes de ce nom qui expliquent à la population les avantages, les inconvénients, etc. Ce qui n'est effectivement pas du tout le cas actuellement, c'est le moins qu'on puisse dire. Et je crois que j'ai répondu à tout. Merci. Oui, merci beaucoup. Alors, moi, j'ai toujours tendance à voir le verre à moitié plein. Donc, voilà, l'Assemblée qui se renouvelle, des nouvelles personnes, et puis une sensibilité quand même qui augmente au fur et à mesure, qui est de plus en plus sensible. Les attentes citoyennes, elles se disent, elles se traduisent par un certain nombre de revendications qui sont portées de plus en plus fort. Donc, voilà, en tout cas, on sent une volonté de la part de certaines personnes qui ont été élues députées, par exemple, mais d'autres aussi. Et du coup, nous aussi, ça va être le rôle des ONG aujourd'hui d'aller voir les différents politiques et puis de les inciter à agir sur cette question-là. Sur les slogans publicitaires, je rejoins d'autant plus qu'on les a tous dans la tête, les 3 produits laitiers qui sont nos amis pour la vie, etc. On voit bien comment ça... Voilà. Et même les 5 fruits et légumes par jour, on a retenu, même si on n'applique pas, on a quand même retenu que c'était quand même la chose à faire. Mais voilà, une politique publique, ça passe effectivement par l'information, ça passe par essayer de changer... Juste, j'aime bien un des exemples que je donne assez souvent. Si, par exemple, devant une école, on a des problèmes de sécurité routière, on peut mettre des panneaux. C'est l'information. Attention, il va y avoir une école, vous pouvez ralentir. Tout le monde ne va pas y prêter attention. Ok, on est conscient, oui, il y a une école, il faudrait que je fasse attention, mais aujourd'hui, je suis pressé, je vais rouler vite. Si vous mettez une chicane, déjà, vous allez être obligé de ralentir parce que vous avez changé le chemin. Et puis après, vous pouvez rendre la rue piétonne. Et là, vous avez complètement évacué le problème à cet endroit-là. Voilà. Et donc, quelque part, par rapport à notre consommation aujourd'hui, par notre modèle agricole et alimentaire, c'est peut-être ce qu'il faut qu'on fasse, c'est vraiment changer la structure, accompagné par le changement, par de l'information, mais il y a vraiment des choses à faire, et notamment par les nudges dont j'ai parlé, donc, où notre choix par défaut, en fait, dans nos systèmes de décision interne, si on s'intéresse à notre mécanique, on a le système 1, système 2. Et la majorité du temps, pour prendre une décision, on va au plus simple, au plus mécanique, à celui qu'on a l'habitude de faire. Aujourd'hui, pour la majorité des gens, on a l'habitude de manger de la viande, etc. Et donc, il faut réussir à déclencher l'autre, celui où on réfléchit avant d'agir, avec un ensemble d'informations qui sont là. Et puis surtout aussi, l'impression que j'ai, c'est qu'il faut réussir à transmettre une vision d'un monde futur qui va être vraiment plus chouette que celui qui est aujourd'hui. Et du coup, réussir à transmettre cette vision, ce rêve d'une société qui est différente, qui est hyper moins violente finalement, et qui peut, de façon générale, nous faire espérer de vivre mieux, nous, mais aussi les autres espèces. Et sur notre lycéen captif, là-bas, d'un lycée où il est obligé de manger à l'extérieur, moi je me rappelle qu'à l'époque, c'était pain moutarde, pas mal. Des fois, il y avait des frites, bon, super. Moi, je me rappelle aussi les légumes bouillis,
Donc on pouvait manger les haricots verts et les frites toujours, heureusement, il y a quasiment toujours des frites. Et encore aujourd'hui, hein, Madeleine de Proust, frites salade, hein, voilà. Alors on peut accompagner. Le problème des lycées, c'est que vous n'êtes pas consommateur captif. Si vous étiez en prison, il y a vraiment des démarches juridiques à faire. Voilà. Alors voilà, on pourra discuter du système scolaire, mais il y a quand même des démarches à faire probablement là-dessus. Et du coup, on peut échanger suite à ça. Je trouve que ça fait des jolis leviers en fait pour sensibiliser non seulement les directions d'établissement, mais aussi l'ensemble des lycéennes et lycéens qui sont dans votre établissement. Donc bravo en tout cas, parce que ce qui est le plus compliqué finalement quand on arrête de manger les animaux, c'est plutôt la pression sociale, plutôt que quoi se faire à manger ou trouver à manger et tout ça. C'est vraiment la pression sociale qui est la plus forte. Alors dans un premier temps, résistons, et bientôt la pression sociale, elle sera dans l'autre sens pour les gens qui continueront de manger les animaux, où on les regardera un petit peu en disant « Oh, t'en es encore là ?» Voilà. Juste pour finir, vous remercier à toutes et à tous d'être venus assister à cette conférence. Merci beaucoup à mes deux brillants intervenants. Je voudrais juste finir pour rebondir un peu sur ce que tu viens de dire, sur effectivement un message d'espoir. Moi, je reste une indécrottable optimiste. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on s'informe tous sur ces sujets et qu'on diffuse l'information. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure du fait qu'on avait un rôle à jouer, nous aussi, en tant que citoyens engagés, pour qu'il y ait une prise de conscience de plus en plus grande. Parce que effectivement, nous, c'était notre slogan, un autre monde est possible, un autre monde est toujours possible. En réalité, en début de semaine, j'ai eu la chance de faire une conférence chez les jeunes insoumis sur la bifurcation écologique et justement de revoir tout notre plan, tout ce qu'on avait prévu, tout ce qui pourrait être mis en place. Ça m'a donné vraiment beaucoup d'espoir. En réalité, si on arrive à prendre le pouvoir, on peut vraiment, vraiment changer les choses et ça serait passionnant et ça embarquerait toute la société et on serait enfin dans un mouvement positif au lieu d'être là à subir voilà, la crise de la biodiversité, la crise climatique, les épidémies, etc. En fait, non, si on s'y mettait tous, si on essayait vraiment de bifurquer ce système, on pourrait aller vers autre chose et je crois vraiment que c'est possible. Merci à tous.